Hier soir, en fin de journée, se tenait un conseil d'administration de Danone. Danone, feuilleton, avec certains actionnaires dits activistes qui militaient, peut-être qui militent toujours d'ailleurs, c'est une autre partie du sujet, qui militaient pour une évolution de la gouvernance au sein du groupe Danone, qui militait d'ailleurs plutôt franchement pour le départ de son patron Emmanuel Faber, qui voulait rester évidemment, qui voulait conserver et la présidence et la direction générale. Il a dû céder, dans le principe en tout cas, la direction générale issue de ce conseil d'administration qui s'est tenu hier. Regardez le papier des Échos, Danone, Emmanuel Faber sauve sa place, mais perd la direction générale, donc le conseil d'administration s'engage à immédiatement, d'ailleurs, il n'y a même pas à rechercher un directeur général qui donc s'occupera de l'opérationnel, du quotidien de ce groupe agroalimentaire. Emmanuel Faber étant confirmé, en tout cas jusqu'ici, à la présidence de l'entreprise. Alors, les questions de gouvernance, directeur général, président-directeur général, séparation, fusion des deux fonctions, c'est un marronnier, comme vous voyez dans le commentaire de ma consoeur du Figaro, Bertie Bayard. Attention au marronnier sur la séparation des fonctions, je tombe en plein dedans. Alors, ça s'amuse, là, les raisons de dissocier président et directeur général, parce que c'est obligatoire, la version financière, parce que c'est une règle de l'État actionnaire, mais de fait, il y a plein d'exceptions, elle n'est pas forcément toujours appliquée. Alors, c'est souvent pour qu'une transition se passe bien, et en général, on revient en arrière après. Il y a des exemples en France, on va en parler, ou alors c'est pour une transition qui se passe mal. Est-ce qu'il y a une règle, franchement? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Est-ce que ça ne dépend pas de la qualité des gens? Est-ce que c'est vraiment un point important? Alors, les promoteurs de la dissociation des fonctions disent qu'on ne peut pas à la fois surveiller et être surveillé, ce qui est présenté comme ça est assez compréhensible. Le président du conseil d'administration étant celui qui est censé surveiller l'exécution du directeur général. En même temps, il y a plein de contre-exemples. Votre sentiment là-dessus, Nicolas Doucerin, est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce que ça dépend trop des situations? Non, je pense qu'il n'y a pas de vérité. En fait, c'est un problème d'hommes, c'est un problème de compétences, c'est un problème de binôme. Vous avez beau scinder les deux fonctions de président et de direction générale, il faut de toute façon que ce binôme fonctionne, en tout cas dans une même orientation. Et là-dessus, si vous avez... c'est plus simple quand c'est la même personne. C'est quand même souvent la même personne. Il y a quand même encore une quinzaine de boîtes du CAC 40 où il y a un PDG, un président, directeur général qui cumule les deux. En l'occurrence, je ne connais pas spécifiquement le dossier, mais... Non, mais justement, je ne veux pas qu'on rentre dans le dossier, c'est sur le principe. Il y avait une pression très forte sur Emmanuel Faber depuis déjà plusieurs mois, parce qu'il a lancé son fameux projet Local First en 2019. Danone est une entreprise à mission, il faut le rappeler. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de mettre en parallèle deux groupes qui sont des entreprises à mission, mais qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même vision du temps long. Vous prenez un groupe comme Rocher, où vous avez un capital qui est détenu majoritairement par la famille et à 100%, je crois, avec les salariés. Rocher, c'est Yves Rocher, je précise. Rocher, mais quand Brice Rocher a présenté encore dernièrement son plan de transformation du groupe, il est sur un projet d'investissement à 10-15 ans. Lorsqu'on est une entreprise et un groupe avec justement des fonds d'investissement, on est déjà dans des laps de temps beaucoup plus courts, on est dans des fenêtres de tir à 4, 5, 6 ans, et donc on veut des retours sur investissement beaucoup plus rapides. Et c'est là où Emmanuel Faber a été mis un petit peu, j'allais dire, en porte-à-faux, c'est qu'en lançant son projet Local First avec une vision beaucoup plus long terme, qui est en fait finalement de décentraliser son groupe, de fermer des sièges sociaux, de réduire les effectifs, de mieux manger, permettre aux consommateurs de manger beaucoup plus au niveau local. C'est des demandes d'investissement qui s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long. Et aujourd'hui, on voit bien, lorsqu'on a des fonds d'investissement, il y a une pression qui est beaucoup plus importante, et donc ça fragilise la direction. Là, en l'occurrence, Emmanuel Faber, il a sauvé, j'allais dire, son poste, en prenant la présidence et en acceptant finalement à sa tête, en tout cas, son poste, il est séparé en deux. À sa tête, mais de donner en tout cas la direction opérationnelle. Maintenant, il va falloir trouver ce bon binôme pour que ça puisse fonctionner sur la durée et satisfaire à la fois le plan de transformation long terme qu'a impulsé Emmanuel Faber et en même temps des fonds d'investissement qui attendent un retour un peu plus rapide. Alors souvent en France, la distinction des fonctions, elle est faite le temps d'une transition. Et on a vu ça chez L'Oréal. Quand Jean-Paul Agon a été nommé, il a d'abord été nommé DG. M. Owen Jones était resté président. Puis 3 ans après, M. Jean-Paul Agon a repris la présidence en plus de la direction générale. On voit souvent Saint-Gobain là en ce moment. Ça a été le cas aussi. Est-ce que c'est adapté à une... Parce qu'on se dit, s'il y a une vérité, c'est mieux d'avoir un président qui contrôle un directeur général. Ça devrait être tout le temps. Non, mais il n'y a pas
pas de règle, j'ai perdu le nom, mais quand il y a eu ce terrible drame avec Monsieur de Margerie, le président de Total, qui est décédé en Russie, on l'a bien vu, on avait son successeur qui n'était pas tout à fait prêt et apte à endosser le costume de président d'un groupe comme Total. On a rappelé son ancien président, Thierry Desmarais, qui a pris la présidence, le temps finalement pour permettre directeur général de prendre. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Tout ça, c'est une alchimie. Ça dépend du contexte, de l'environnement, de l'actionnariat. Et il y a des succès, des échecs, je crois, dans tous les cas. En l'occurrence là, l'enjeu majeur, ça va être de trouver le bon directeur général, capable de s'entendre avec Emmanuel Faber, et en même temps d'entendre, évidemment, la pression des fonds, et notamment des fonds minoritaires, qui mettent une pression très forte sur le groupe. Tout l'enjeu va être là. Il va falloir réussir cette transition. Nicolas, dans les critiques qui ont été faites au PDG de Danone, il y avait le fait d'être un peu trop dans son côté entreprise à mission. Notamment, alors Danone a une histoire spécifique, avec un double projet économique et social depuis M. Ribou, enfin pas Franck, son père. Les investisseurs insistent beaucoup sur les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Est-ce que c'est des modes? Est-ce que c'est forcément compatible? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est forcément incompatible, selon vous? Alors, votre métier n'est pas d'acheter des actions, mais avec la performance financière de piloter, ou en tout cas d'intégrer ces critères non financiers précisément, comme le montre... Mais je pense que c'est un peu, effectivement, il y a une espèce de question de mélange des genres. Si on parle du côté social, là pour le coup c'est clairement pour moi une mission macroéconomique, donc c'est aux banques centrales et au pouvoir budgétaire de faire en sorte que l'économie soit à un niveau suffisamment satisfaisant pour générer une situation de plein emploi, et donc d'avoir des progressions de salaire qui va mettre une pression en fait sur toutes les entreprises, justement pour pouvoir payer les gens mieux. Et si jamais on est au plein emploi, tout le monde sera obligé de le faire. Donc ça, c'est plutôt de la responsabilité macroéconomique des autorités. Ensuite, sur ce qui est notamment sur les questions écologiques, je pense qu'on est en train effectivement de mettre des critères un peu dans tous les sens actuellement. Or, ce qu'on voit notamment dans le marché depuis quelques années maintenant, et on va dire le cas emblématique, c'est Tesla. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des critères comme ça pour que les investisseurs aient très envie d'aller acheter Tesla, parce qu'ils avaient justement une solution qui correspondait un peu à ce qu'on demandait dans l'air du temps. Et donc l'allocation du capital qui a eu lieu notamment sur Tesla, depuis 18 mois, est phénoménale. Et donc on n'a pas besoin, je pense, de ce type de critères, parce que le marché aujourd'hui prend en compte ce type de considérations-là. De toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir des incitations de ce type-là. À suivre en tout cas, c'est vrai que l'enjeu ça va être effectivement de constituer le bon binôme, comme à la tête de Danone, qui est une entreprise phare en France, auquel évidemment tout le monde tient. Merci. Tout de suite, on traverse l'Atlantique, on passe à la politique notamment budgétaire aux États-Unis.